Vous avez dit que le dialogue qui a prévalu avant cette échéance a été un dialogue inclusif, que tous ont participé, que les institutions devraient prendre le relais. N'empêche qu'aujourd'hui, il y a une sorte de schisme au sein de la société ivoirienne parce qu'il y a une partie qui est vent debout contre vous. Alors, comment allez-vous faire, ne serait-ce qu'après ces élections, pour apaiser les rancœurs, pour renforcer l'unité nationale et pour densifier la solidarité nationale? Bon, schisme, il faut mesurer les mots parce qu'il faut quand même ramener les choses à leur juste proportion. Néanmoins, je le dis, nous sommes un pays de dialogue. Le dialogue n'a jamais été fermé. Et les sujets pendants, je le dis, sont traités correctement par les institutions de la République. Donc, après les élections, ces questions-là étant portées à la connaissance de ces institutions-là, elles vont le traiter. Si les personnes qui sont en quête de réponses estiment que ces réponses ne sont pas satisfaisantes et qu'il faille voir d'autres moyens ou recourir à d'autres moyens pour pouvoir prolonger ces discussions, ce sont des questions qui pourraient être examinées. Mais aujourd'hui, dans une semaine des élections, je pense que ce sujet-là n'est plus à l'ordre du jour. Monsieur le Premier ministre, représentant du candidat du RHDP, vous êtes un parti oufouettiste, j'ai lu votre programme, il est mentionné renforcer la cohésion nationale et l'unité nationale. Félix Houphouët-Boigny, souvenez-vous, dans les années 90, Laurent Gbagbo était farouchement opposé au père fondateur. Parti en exil, Houphouët-Boigny a délégué des personnes, des émissaires pour le rencontrer en exil et le convaincre de rentrer chez lui, parce que chez lui c'est en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny ne supportait pas qu'un Ivoirien soit hors de son pays parce qu'il estimait qu'il était toujours bien qu'un Ivoirien soit chez lui en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP, si demain les Ivoiriens vous renouvellent leur confiance, vous serez prêts en tant qu'oufouettiste à faire une telle démarche comme le père fondateur dans les années 90? Mais on l'a toujours fait. Ce sont nos valeurs fondamentales. On les respecte et on continue de les suivre. Je vous rappellerai que sur justement ces différentes phases du dialogue et en particulier les résultats de cette phase 5 du dialogue ont conduit au rappel de nombreux exilés qui étaient à l'étranger. Ça a été le souci majeur du président de la République. Il a délégué des individus pour aller voir des personnes à l'étranger. Il a délégué plusieurs personnes à de nombreuses reprises, des discussions. Donc toutes ces personnes ne sont pas rentrées comme ça d'elles-mêmes. Elles demandaient à être rassurées, mais le président estimait que tant que ces personnes n'étaient pas rentrées au pays et qu'elles ne menaient pas à nouveau une vie normale en société ou en politique, on aurait une situation, bien sûr, un peu embêtante. Voilà. Donc voilà, les efforts ont été faits. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles, après les élections, il dévierait de cette position et de cette attitude. Donc je crois qu'il est toujours ouvert à la discussion. Les discussions continueront avec des personnes qui sont à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui sont soucieuses de maintenir la paix et la stabilité dans la démocratie pour un pays qui avance. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut rappeler, parce que le dialogue, les discussions doivent aboutir à la fin de la journée à ce qu'on ait pour ambition et pour objectif de voir demain une Côte d'Ivoire plus stable, une Côte d'Ivoire plus en cohésion, une Côte d'Ivoire plus ambitieuse, une Côte d'Ivoire plus développée pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations qui viennent. Et une Côte d'Ivoire plus stable, mais qui est aussi en sécurité, qui est justement l'un des axes de votre programme, mise sur la défense, la sécurité. On va donc ouvrir le chapitre défense. Le nord de notre pays reste exposé, monsieur le représentant du candidat, aux menaces terroristes. Dites-nous quelle est votre stratégie pour mettre les Ivoiriens à l'abri? Je pense que les Ivoiriens sont déjà à l'abri. Je vous rappellerai que les sujets sur la sécurité des frontières, aussi bien que la sécurité intérieure, est un sujet que nous avons depuis l'accès au pouvoir du président depuis 2011. Depuis 2011, alors que le sujet terroriste n'existait pas encore, on avait des pressions aux frontières qui exigeaient que nous ayons donc un système de défense et de protection de nos frontières qui soit renforcé. Les menaces terroristes sont venues accroître, je dirais, ce besoin,
et donc nous exiger des investissements plus importants, nous exiger une formation d'hommes de qualité, nous exiger d'utiliser un peu plus de sciences et de technologie, nous exiger de développer la coopération, toutes choses qui concourent à prévenir toute menace extérieure terroriste. Aujourd'hui, on a des bataillons de sécurité au nord, mais également au sud-ouest, au centre, à l'est. Donc, on a un dispositif de protection des frontières de la Côte d'Ivoire qui sont, je dirais, rassurants et qui donnent à penser que nous sommes prêts à toute éventualité qui pourrait constituer une menace pour le pays. Des investissements extrêmement importants ont été faits dans les hommes, dans les équipements, qui permettent de croire qu'on est véritablement en sécurité. Sur la sécurité intérieure, l'indice de sécurité, vous le savez, qui était de 6,8 en 2011, est aujourd'hui de 1,2, proche pratiquement des pays les plus en sécurité au monde. 1,2. 1,2. Et vous visez mais 1,1 d'ici 2030. On vise 1,1 d'ici 2030, qui est Comment comptez-vous atteindre cet objectif? En faisant ce qui nous a bien réussi au cours de ces dernières années. D'abord, renforcer, je dirais, nos recrutements. Il faut dire que on a eu au niveau, à un moment donné, un ratio policiers population de 1600 personnes pour un policier. On est passé aujourd'hui à un ratio de 500 personnes pour un policier. Voilà. Et on a l'intention d'atteindre 400 personnes pour un policier. Donc ça vous donne déjà l'effort qui a été fait en termes de recrutement, en termes de formation du personnel, mais également, comme je le dis, le renforcement des équipements. Nous avons des systèmes de vidéosurveillance, vous le voyez, mais également on a renforcé la capacité de la police scientifique. Ce qui nous permet d'obtenir des résultats en termes de sécurité que vous voyez et qui vont, à l'horizon 2030, se renforcer. Pour ceux qui étaient là, quand même, j'aimerais le rappeler, parce que je dis quelquefois que la sécurité, c'est comme la santé. Quand on est malade, bien sûr, on le ressent, on voit qu'il y a un problème. Et quand on n'est plus malade, on a l'impression que le sujet même de la santé n'est plus un sujet. Moi, je me souviens, avant même, je dirais, la crise de 2011, déjà au milieu des années 90, les questions de sécurité intérieure étaient préoccupantes. Le grand banditisme, vous ne pouviez pas, avant d'acheter une voiture, il fallait voir quel modèle les bandits aiment ou n'aiment pas. On vous disait, ce type de voiture, si vous l'achetez, vous êtes capable d'être braqué à tout moment. Arrêter à un feu, vous étiez le cœur battant à vous demander à quel moment un bandit viendra avec un pistolet pour vous demander de descendre ou à vos chauffeurs de descendre pour prendre votre voiture. Et lorsque la voiture était prise, vraiment, c'était un bonheur si jamais on le retrouvait. En général, on disait, bon, allez, c'est une